mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Gotchard de la semaine. Cette semaine, on a une émission particulièrement chargée parce que l'actualité est très abondante et on a plusieurs essais à vous parler. Moi, je me suis rendu au Texas pour essayer le Lexus TX. Oui, oui, Texas TX, on en reparle. Et je vais vous parler aussi d'un véhicule assez tranquille, mais que moi j'ai bien aimé, la Toyota Crown brune dans mon cas. Oui, la couleur est assez impressionnante. Moi, de mon côté, je fais quand même un essai. Je vais vous parler de la Volvo V60 et, comme à mon habitude, je vais vous parler de l'actualité des 2 dernières semaines, à la fois les choses sérieuses et les choses un peu moins sérieuses. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, tu le sais, la semaine passée, je me suis rendu au Texas. Je suis allé essayer le nouveau Lexus TX. Euh, je suis obligé de dire d'entrée de jeu que je ne suis pas certain pourquoi Lexus nous arrive encore avec un véhicule de ce format-là. Euh, on a déjà du côté de Lexus. Écoute, c'est le 12e véhicule de la famille Lexus. OK? Il y a plusieurs gros utilitaires. La bonne nouvelle, je pense, c'est que je pense que ce véhicule-là est destiné à remplacer ceux qui existent déjà. Parce qu'actuellement, chez Lexus, on a déjà le GX et le LX, qui sont des véhicules qui sont montés sur des châssis échelle, donc littéralement qui partagent un châssis de camionnette. Dans le cas du TX, qui est un véhicule grand format, je vais y revenir, c'est quand même monté sur une plateforme indépendante, la GAK, la même plateforme en fait qui est utilisée par le Lexus RX et le Lexus NX. Donc, on est dans quelque chose qui est plus doux, qui est moins fait pour le travail, qui est moins camion, qui est vraiment plus VUS, même si les dimensions sont imposantes. 5,1 mètres de longueur, un empattement de près de 3 mètres. L'idée derrière ça, c'est il existait déjà le Lexus RX L il y a quelques années, qui était la version allongée du RX, qui était, entre toi et moi, d'un ennui mortel. C'était plâtré à conduire, c'était pas très joli. Euh, Ça s'est d'ailleurs pas très bien vendu, là, on va se le dire. Donc, on a décidé de revenir avec un véhicule trois rangées, mais trois vraies rangées, et d'offrir de l'espace. Là-dedans, je peux te le dire, ça marche. Même toi, tu serais à l'aise dans la Ben, troisième un rangée. empattement de 3 mètres, là, on a juste à se l'imaginer, c'est plutôt long. C'est plutôt long et honnêtement, tu sais, moi, j'ai fait 45 minutes à peu près assis sur la banquette arrière. D'abord, tu connais ma souplesse légendaire. La troisième ou... La troisième, oui, absolument. Le plus loin. Ok, arrière, là. Arrière. Et comme je te dis, tu connais ma souplesse légendaire et mon tour de taille qui se raffine avec les années. Bien Et sûr. j'ai malgré tout pas eu de difficulté à me rendre là du tout. Parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, la deuxième rangée se baisse, ça avance et tu peux te rendre là-bas. Je me suis assis, installé très confortablement. Il y a de la place pour 2 passagers dans la troisième rangée. Et mon collègue qui était assis dans la deuxième rangée a placé son siège. Puis il passait son temps à me demander, mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir trop d'espace. Est-ce que tu veux que j'avance mon siège pour t'en donner? Et j'ai jamais été incommodé. Il n'y a même pas eu besoin de bouger son siège. Donc, il y avait vraiment de la place. Ajoute à ça le fait qu'on a gardé de l'espace dans le coffre. Parce que souvent, ce qui se passe avec les trois rangées, tu le sais, le coffre est rendu minuscule, hein, c'est tout petit. Oui, si on veut mettre quelque chose, faut replier la troisième rangée. Exactement. Mais là, imagine-toi qu'on est capable de rentrer, selon Lexus, 7 valises de cabine, les carry-on qu'on appelle, euh, à Fait que l'intérieur tout du le monde coffre. qui est dans le char, dans le fond, là. À peu près, tout le monde peut amener sa valise. Bon, écoute, je te dis pas qu'à 7, là, ça prend pas certains talents de Tetris pour y parvenir, mais 5, ça rentre super bien. Imagine, si tu baisses toutes les banquettes, tu as 2747 litres d'espace. Wow. Je veux dire, c'est un stade olympique, là, rendu là. Euh, D'après moi, quand tu cries en arrière, il y a de l'écho en avant. Là. Je veux dire, c'est vraiment très grand. C'est vraiment très gros. Et c'est fait pour ça. C'était la mission qu'on s'était donnée. L'intérieur, écoute, je ne passerai pas des semaines à parler de l'intérieur parce que on a l'impression que Lexus a trouvé un design de tableau de bord, puis on fait hey, on l'aime celui-là, on le garde et on le met partout. Donc, c'est le même design dans à peu près tous les systèmes.
Système d'infodivertissement, je sais que toi, tu es un fan. Celui de Lexus, hein, tu as bien aimé celui du X. Mhm. Ben, tu t'aimerais celui du TX parce que c'est le même. Donc, ça c'est facile. Intégration multimédia. Intuitif. Intuitif. Intégration Apple CarPlay, Android Auto, super simple. Écran 14 pouces. Quand même, évidemment, la recharge par induction. Donc, tout est là, tout est facile. Une des particularités, ben, comme la plupart maintenant, c'est qu'il y a des éléments que tu peux gérer là-dedans, là, bon, les Safety Connect et tout ça. Ben, il y en a qui sont valides pour 10 ans. Il y en a d'autres, malheureusement, comme le démarrage à distance et l'usage de ton profil sur ton appareil, par exemple. Ben, dans 3 ans, ça va devenir un abonnement là, à 20 par 19,99 pour être précis, par mois, après les 3 premières années. Par contre, si tu as pris la peine de rentrer ton profil, ben, imagine-toi que la voiture va te reconnaître. C'est-à-dire que tu peux activer la reconnaissance faciale. Donc, tu places la voiture, tu places le siège et tout. Moi, je le place pour moi. Toi, tu prends la voiture après moi, tu le déplaces parce qu'évidemment, tu as des grandes jambes. Donc, tu vas le modifier. Et on n'écoute pas nécessairement le même poste de radio non plus. Donc, et quand je vais me représenter au volant, la caméra va me reconnaître et va replacer mes paramètres là, en fonction de ce que moi j'avais programmé. Si j'ai, comme je l'ai dit, enregistré mon profil. Donc, du point de vue Mhm. technologique, c'est intéressant. Ouais, j'ai écouté une émission sur Netflix à propos de ça. Black Mirror, je pense, le Ouais, nom. c'est ça, exactement. Ouais, j'avoue que, bon, on peut toujours se questionner, puis ça, on pourrait y revenir à un moment donné, ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec les données que les voitures enregistrent sur nous et à quel niveau, en fait, ils recueillent des informations sur nous. Absolument. Et jusqu'où aussi on peut contrôler le comportement de la voiture. Hein? Moi, c'est surtout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de véhicules qui ont, par exemple, un mode ado. Quand on passe les clés à son jeune, Oui. ben, je me dis, ben là, le jeune, il pourrait même pas essayer de faire semblant parce qu'il serait reconnu littéralement. D'un certain côté, tu te dis c'est bien, de l'autre, il y a une Ouais, partie où c'est tu te peut-être dis un c'est peu un peu intense. épeurant, là. Oui, C'est c'est ça. ça, mais justement, je serais curieux de savoir jusqu'où les compagnies sont prêtes à aller là, par rapport au contrôle Mais je dans, pense dans que la voiture. ça vaudrait la peine à un moment donné qu'on l'explore et dire qu'est-ce qu'ils font après avec ces données-là aussi. Mhm. Parce que là, ils ont accès à toutes nos données, où on va, à qui on parle, ils peuvent même enregistrer nos appels téléphoniques. Bref, c'est un autre débat, mais dans ce cas-ci, on ne parle pas de ça, bien sûr. On parle là, de qualité et de fonctionnement. L'extérieur du véhicule, écoute, c'est gros. C'est clairement gros. Il y a plusieurs versions, mais ce qu'on remarque surtout sur ce véhicule-là, même si le design n'est pas extravagant, il est quand même intéressant parce que on a utilisé une nouvelle méthode pour faire la grille avant, entre autres. Et ça, c'est frappant parce que chez Lexus, tu le sais, on utilisait beaucoup ce qu'on appelait la calandre en forme de sablier. Mais là, on a enlevé ça et on a intégré la grille comme derrière la carrosserie. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si la grille et la carrosserie ne faisaient qu'un. C'est la même couleur. Moi, j'avais une version grise ou une version rouge. Alors, c'est vraiment des barres. Donc, ça donne un style différent, mais en même temps, ça permet d'améliorer l'aérodynamisme parce qu'on s'entend, là, une grosse boîte comme ça, ben, ça a l'aérodynamisme d'une boîte de carton, là. Fait que faut évidemment limiter la friction autant que possible. On a été capable de le faire en utilisant ce genre d'affaires-là, redessiner des phares. Bref, on a joué cette carte-là. Ajoute à ça la motorisation et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y aura 3 versions, 3 motorisations différentes. Là, je parle de versions parce qu'en fait, il y a 6 versions différentes qui vont exister là, selon les différents niveaux d'options puis d'accessoires. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais il y aura 3 motorisations disponibles. La première, c'est le moteur 4 cylindres 2.4 que l'on connaît déjà, qui est sur le TX 350, qui lui offre 275 chevaux, mais étonnamment, n'est pas si agréable que ça. Évidemment, il manque un peu de oomph là, parce que le véhicule est pesant. Peut-être que c'était mon véhicule d'essai, mais je trouvais aussi que le freinage était assez ordinaire. Je n'ai pas tellement aimé ce freinage-là. Et on a l'impression que le véhicule souffre un peu plus en accélération. Ça se traduit d'ailleurs par une consommation moyenne annoncée par Lexus de 10,3 litres au 100. Ce qui est pas si mal, mais qui est un peu élevé. Et tu vas comprendre pourquoi je le dis. C'est que la deuxième motorisation, c'est une motorisation hybride traditionnelle. Donc, aucune autonomie électrique, il n'y a pas de recharge. Là. C'est une petite batterie lithium-ion, comme la Prius standard le fait. Euh, Beaucoup plus puissant, évidemment, parce que la motorisation électrique vient donner un coup de main. Donc, on parle de 366 chevaux combinés.
On parle aussi d'un système de rouage intégral différent parce que toutes les versions sont intégrales, mais la version de base arrive avec un intégral traditionnel mécanique. Les versions hybrides arrivent plutôt avec un intégral électrique, le Drive 4 de Toyota, qui est beaucoup plus avancé et beaucoup plus réactif. Donc, ça, c'est un autre des avantages. Et ça fait 8,1 litres au 100. C'est pas si mal, ça. C'est 2 litres de moins que la version qui est pourtant moins puissante. Évidemment, tu vas me dire que le prix d'achat est différent aussi, mais n'empêche que c'est pour moi le TX 500 hybride, c'est la version la plus équilibrée des trois que j'ai pu essayer. La troisième version, c'est la TX 550H+. En gros, c'est l'hybride branchable, 53 km d'autonomie, même batterie que le RX hybride branchable, 18,1 kWh. Plus de puissance, évidemment, 404 chevaux, rouage intégral encore une fois. Par contre, de ce point de vue-là, bien sûr, tu as la motorisation électrique qui vient de donner un coup de main, mais j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire dans le véhicule. Alors pour moi, vraiment, mon choix, ce serait le TX 500 hybride, celui du milieu, que j'ai trouvé le plus homogène et le plus pertinent dans le marché. Il faut savoir que ce sont des véhicules qui ne sont pas donnés. La version d'entrée de gamme est à 69 000 ou à peu près. Ouh! Ouais, mais tu sais, on parle d'un gros véhicule de luxe. On n'est pas dans... C'est pas tout à fait comparable au Cadillac Escalade parce que c'est un peu plus petit, mais on est quand même dans un véhicule de luxe assez impressionnant. Donc, C'est vrai que quand on y pense, là, à 3 rangées, tout l'espace qu'il y a, c'est normal, mais j'avoue que quand on dit 70 000, c'est clair qu'on entre quand même dans une autre gamme de véhicules, là. C'est ça. Mais, et c'est rien, l'hybride, le TX 500H, est à 90 200. On n'a toujours pas le prix de la version hybride branchable. Ça devrait être 6-7 000 de plus, mais ça va être en bas de 100 000 parce qu'on ne veut pas payer la taxe de luxe, évidemment. Les mauvaises langues vont dire que c'est exactement la même chose que le Toyota Grand Highlander, ce qui n'est pas faux. C'est effectivement le Grand Highlander en version, je dirais, chic et portant smoking. Là. Mais c'est un véhicule qui va bien. Un véhicule qui fait tout bien. Rien de très exceptionnel, mais un véhicule qui fait tout bien. Donc, vous pouvez considérer, surtout si vous êtes à la recherche d'un véhicule de luxe qui vous offre beaucoup d'espace, ça, c'est vraiment un excellent choix. D'ailleurs, le TX au Texas, tu auras remarqué le jeu de mots, là, parce que c'est l'abréviation de l'État. Bien Et sûr. je disais à la blague, c'est aussi le même format d'État que le camion. Mais, donc, ça a été fait à Austin. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le siège social de Toyota Lexus est au Texas. Donc, c'est pour ça aussi que le lancement a eu lieu là-bas. Et ça m'a permis d'apprendre, entre autres, qu'à Austin, il est permis de circuler avec son cheval dans le centre-ville, à la condition qu'il ait des petites lumières pour s'identifier et des trucs phosphorescents sur les sabots. Voilà. Oui, c'est Des fun. trucs phosphorescents sur les sabots. Ouais, Eh mais bien. quand les sabots, tu sais, un peu comme les vélos, là, oui, C'est ça. Il y avait ça pour sur réfléchir l'auto, la lumière. le Des soir. réflecteurs, voilà. Je sais pas si c'est obligatoire, mais il y en avait ceux que j'ai vus au centre-ville de Austin. Eh bien. Toujours dans la même veine, si tu permets, je vais terminer mon deuxième essai tout de suite. Parce qu'il va être peut-être un peu plus court. C'est la Toyota Crown. Toyota Crown qui dit probablement rien à probablement tout le monde. C'est-à-dire que c'est un véhicule qu'on a déjà eu à la fin des années 60, début 70. C'est un véhicule qui existe au Japon depuis 1955, qui portait à l'époque le doux nom de Toyopet Crown, qui a changé de nom au fil des ans, mais qui n'a pas changé d'appellation. Elle est encore la Crown. Chez nous, elle a été remplacée, entre autres, par la Cressida et par la Avalon au fil des années. C'est la 16e génération du véhicule. La 16e, c'est incroyable. Mais chez nous, bon, évidemment, c'est pas, on a juste cette version-là. C'est, j'ose pas dire une berline parce que c'est plus gros qu'une berline, mais j'ose pas dire un VUS parce que c'est pas un VUS non plus. Objectivement, là, si je vais être tout à fait franc, c'est une magnifique voiture taxi. C'est un véhicule qui est très spacieux à l'intérieur, qui a de l'espace de chargement. Écoute, on a rentré 2 sacs de golf, là, puis on aurait pu en rentrer 2 autres. Je suis désolé de te couper, mais en 1955, au Japon, on avait aussi la Toyopet Master. Ouais. Puis je pense que ça, c'est nettement supérieur comme nom, mais c'est vraiment Toyopet. Tu peux continuer. Oui. Je voulais juste, j'ai juste été vérifié. Il y avait beaucoup de Toyopet, apparemment. Tu peux continuer. Oui, effectivement. Oui, c'était pas de blague, là. Non, mais je m'en doute bien, mais c'est sûr que pour nous, francophones, hein.
C'est un autre genre, effectivement. Mais bon, ceci étant dit, la Crown, ben, c'est un véhicule qui est quand même... c'est un hybride, hein. Moi, j'avais la version haut de gamme, la Platinum, qui arrive avec un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière, 340 chevaux total. Le moteur 4 cylindres 2.4 turbo compressé avec 332 livres pieds de couple. C'est pas ultra rapide, mais ça fait tout à fait le travail. J'ai fait à peu près de 8 litres au 100 de moyenne avec. C'est un véhicule qui est bien fait, qui est bien pensé. Il faut aimer le style. Moi, j'avais en plus une couleur bronze et noire. Moi, j'aime ça. J'ai trouvé ça magnifique. Mais disons que ça s'est attiré des commentaires partagés, disons. Euh, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec mon analyse. C'est un véhicule qui est d'une grande douceur. J'ai embarqué un ami avec moi. Il m'a demandé si le véhicule était électrique. Tellement tu n'entends rien dans l'habitacle, tellement c'est confortable. Les sièges sont confortables. La direction, écoute, on s'entend, là, c'est pas la direction la plus précise au monde. C'est vraiment un gros véhicule, une grande routière qui est destinée à faire, j'irais faire le tour de la Gaspésie avec ça sans problème, sans m'arrêter même, parce que tout est là pour bien faire. Système d'infodivertissement facile à utiliser. Tu sais, il n'y a rien de très spectaculaire de ce véhicule-là. Ce qui m'étonne cependant, c'est à quel point Toyota n'en parle pas. On ne voit jamais de Toyota Crown. Il n'y a pas de pub de Toyota Crown. Il n'y a même pas eu de lancement de la Toyota Crown au Canada. On a fait une petite soirée avec un souper dans la région de Laval où on a présenté la voiture aux journalistes. C'est tout. Il n'y a pas eu de programme d'essai. Donc, on est vraiment dans un tout autre monde avec ce véhicule-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est des attentes basses par rapport aux ventes? Donc, on se dit que ça vaut pas la peine de mettre tant d'argent là-dessus? Moi, j'ai l'impression que c'est ça parce que, écoute, il n'y a rien qui existe à cet effet-là. Là. On est vraiment dans un véhicule qui passe totalement inaperçu. C'est un peu dommage parce que, comme je te dis, c'est un bon véhicule. Il faut aimer le genre. Hein. Moi j'aime bien le style, mais tu sais que j'ai malheureusement tendance à aimer les styles des voitures qui est un peu différents. Donc, ça fait tout à fait le travail. Ça va bien. Il y a des versions. Moi, j'avais la version haut de gamme. Il y a des versions qui sont dotées d'un petit moteur 4 cylindres 2.5. Toujours hybride cependant, mais 236 chevaux au lieu de 340. Le prix de base est de 46 000 ou à peu près. Le prix de celle que j'avais était à peu près de 60 000 $. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est somme toute assez abordable et qui est, ma foi, intéressant. Mais comme je te dis, pas de grande passion, pas de grand frisson quand tu conduis. Ça fait le travail, ça va bien. J'ai une sœur qui serait la cliente idéale pour ça. Tant que ça l'amène du point A au point B confortable et fiable, je pense que c'est exactement le genre de véhicule qu'elle apprécie. Voilà. À mon tour de parler d'un véhicule étonnamment puissant pour quelque chose de familial, hein? On va s'en parler. Moi, je vais te parler de mon essai de la Volvo V60 et pas n'importe quelle V60 non plus, mais la Polestar Engineered qui est en gros là la crème de la crème dans la gamme des V60 qui est elle aussi hybride branchable, hein? Donc c'est 455 chevaux combinés. 312, plutôt 523 livres-pieds, 312 pour le moteur à essence, le chevaux, c'est ce que je voulais dire, mais 523 livres-pieds de couple combiné. Donc, sur papier, là, on parle quand même d'un véhicule qui est une assez grosse bombe quand même. Aussi, bien sûr, vu que c'est une hybride branchable, elle a une autonomie de 64 km. Écoute, je vais être super honnête, j'ai pas réussi à faire 60 km en mode électrique avec. C'est vrai que je l'avais pas à 100%, là, mais malgré tout, on reparlera de la consommation bientôt. Mais c'est étonnamment puissant pour quelque chose qui, à toute fin pratique, s'il avait été fait à 30 ans, aurait eu des panneaux de bois sur le côté, là. Ouais, on est pas mal dans le station wagon, là. Oui, on est dans le station wagon, on est dans quelque chose qui est clairement pas fait pour aller vite sur la piste, là, soyons honnêtes. On va quand même préciser que Polestar, avant d'être la compagnie indépendante que c'est actuellement, qui fabrique des voitures électriques, Polestar, c'était la division de performance de Volvo. Donc, leur travail, c'était de prendre des Volvo et de les rendre un peu plus agressives au niveau des suspensions, de la direction de ces trucs-là. Donc, Polestar, c'était cette division-là. Donc, c'est eux autres qui ont un peu modifié ta V60, ce qui explique cette espèce de personnalité
un peu plus dynamique qu'on a voulu lui donner au niveau de la Oui, puissance. puis on s'entend que ça paraît, hein, parce que si on va prendre le modèle de base, la Cross Country, on parle d'un moteur électrique, d'un moteur à essence plutôt de 247 chevaux et une hybridation légère seulement de 13 chevaux, là. Donc on n'est pas dans le même monde du tout, mais étonnamment, on le ressent pas tant que ça. Euh, à un point tel que j'ai demandé à ma blonde, qui était passagère, combien ça a de chevaux cette affaire-là? Je pensais que c'était puissant. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est vrai que c'est très puissant quand on laisse le pied dans le fond pendant quelques secondes. Mais j'ai pas eu le feeling. Et écoute, on parlera du véhicule que j'ai cette semaine. Je vais pas vous le spoiler, mais j'ai eu la chance d'essayer un autre véhicule de performance cette semaine en partie. Et là, on parle. Et pourtant, le nombre de chevaux se rapproche là, sans vous le spoiler, mais on parle pas de la même expérience du tout. Je veux dire, ici, j'ai l'impression que la Volvo a vraiment misé sur le confort intérieur. Puis à ce niveau-là, j'ai vraiment rien à dire. Là, on s'entend que l'intérieur est pratiquement parfait. Là. Le système d'infodivertissement, un peu comme ta description de la Crown, ça fait la job. Là. J'ai rien à dire spécifiquement. J'ai pas eu de problème, de crash ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'on pourrait y aller un peu plus intuitif, un peu plus rapide. Bon, Est-ce que c'est l'intégration Google? Il y a une partie peut-être que c'est avec l'intégration Google. Je dois avouer que moi, j'ai utilisé le Apple CarPlay. Donc, une fois qu'on est sur le Apple CarPlay, peu Oui. importe la voiture, c'est la même chose. Là, soyons honnêtes. Le gros avantage, c'est l'écran de 12 pouces qui rend ça très facile à voir 12,3 pouces, là, si on veut être précis. Puis aussi, c'est pas, quand on regarde à l'intérieur, là, c'est pas complètement opéré à partir du système multimédia. Il nous reste quand même certains boutons tactiles, là, ce que j'aime, surtout quand on est conducteur. Mais le principe avec cet intérieur-là, c'est d'avoir de l'espace, et pas de l'espace pour ses valises, là, mais de l'espace pour soi-même. Hein? Vraiment, là, on regarde en arrière, on a de l'espace pour les jambes, là. On regarde en avant, on a le gros siège en cuir, extrêmement molletonné, quasiment là, doux. C'est très confortable. Hein? On sent que c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre l'accent dessus. Bien sûr, on a plein de technologie là, que je pourrais parler pendant longtemps. Là, on a toutes les prises possibles. Il y a même une prise 12 volts dans l'habitacle. Il y a plein de... En fait, pas dans l'habitacle, plutôt dans la valise, mais il y a même une prise 12 volts. Donc, il y a quand même pas mal d'intégration technologique pratique là-dessus. C'est clairement là-dessus qu'on a mis l'accent. Puis aussi, c'est un des seuls véhicules que je peux dire que j'ai quand même apprécié la façon que c'était intégré, les technologies de sécurité. Je les ai pas trouvées trop imposantes, là, hein. Des fois, on a l'impression qu'on se fait un peu conduire dans son propre véhicule, mais là, j'ai pas trouvé ça trop imposant. J'ai trouvé ça plutôt efficace. Il y a un système semi-autonome, là, je l'ai essayé un peu, qui permet, sans être complètement main libre, qui te permet de au moins être contrôlé légèrement par la voiture dans des situations, là, surtout sur l'autoroute. Écoute, c'est clairement dans cette direction-là qu'on s'en va et je crois pas que le public cible de ce genre de véhicule-là va utiliser les 450 chevaux d'un véhicule qui irait vers la performance. Donc, d'un certain côté, je comprends, mais bien sûr, ça m'amène au prix. On parle de 77 500, plus les accessoires, plus des frais de 2620 $. Ça commence à être cher, là. J'ai un peu l'impression qu'on paye pour un moteur qu'au bout du compte, on n'utilise pas vraiment complètement. Non, puis tu as raison de dire que Volvo, tu sais, Volvo, depuis toujours, se sont démarqués par deux éléments. La sécurité, tu en as parlé, et le confort. Parce que les conforts des sièges Volvo, ça a été pendant des années les meilleurs de toute l'industrie. Donc, Et je dois dire que dans celle que j'ai essayée, là, pour que je le remarque, quand même, là, c'est ce que je dis. On entre là-dedans, on sent à l'intérieur d'un véhicule de luxe. Bon, la valise, pas super grande, hein, c'est pas le but non plus. Mais si on a besoin d'une familiale, d'un station wagon, qu'on est là dans sa vie et que tout ce qu'on veut, c'est de l'espace, peut-être aller vers la version qui est à 250 chevaux, avoir tout cet espace-là, puis prendre le restant de son 20 000 pour se mettre des accessoires qui vont peut-être être plus pertinents par rapport justement au confort, à la sécurité, que par rapport à la puissance que j'ai trouvé qui était peut-être pas nécessairement pertinente sur un modèle là, qui se trouve être une familiale.
dans le fond. Non, non, mais Mais j'apprécie le commentaire parce que souvent, on est, puis moi le premier, comme vieux journaliste qui est là depuis longtemps, on est un peu blasé des voitures plus ordinaires, puis on va rechercher ce côté-là. Peut-être dire, ah ouais, c'est le fun, ça marche. La réalité, c'est que tu as parfaitement raison. Quand on achète une familiale, on ne l'achète pas pour cette puissance-là, on l'achète pour autre chose. Et je trouve que le commentaire est extrêmement pertinent. puis outre ça, j'imagine que le problème doit être moins grand avec les autres modèles. On nous annonce 7,6 litres au 100 combiné. J'ai fait plus proche de... C'était combien déjà que j'ai fait? Quelque chose comme 10,4. 10,4? Oui, c'est ça. J'osais pas dire 11. J'allais dire plus proche de 11, mais 10,4 litres au 100. Et pourtant, là, je conduis vraiment pas en fou. J'ai fait principalement de l'autoroute, là, en plus. Donc, il y a pas vraiment quoi que ce soit qui explique cette grosse disparité-là, là. Et j'ai été plutôt... Mais là, je dirais, c'est le seul point de déception. C'est une fois rendu à la pompe, j'admets que je m'attendais à avoir bénéficié un peu plus peut-être du système d'hybridation que le prix que ça m'a coûté, qui était finalement équivalent là, à si j'avais eu un véhicule parfaitement à combustion. Et même, je te dirais que j'ai eu des véhicules à combustion qui ont moins consommé. Là. Donc, c'est sûr que ça vient avec la taille, tu me diras. Ça vient surtout avec le 312 chevaux du moteur et 295 livres-pieds de couple pour le moteur à essence. Mais bon, écoute, n'empêche que quand on s'achète une hybride branchable, on aurait pu s'attendre à un peu moins cher à la pompe. Tu as tout à fait raison. Ça a d'ailleurs surpris tellement tout le monde que quand tu as ramené la voiture chez le responsable, on est sorti pour aller voir quelle était la moyenne de Oui, tout le monde consommation. ensemble pour être sûr de s'assurer que j'avais pas Parce fait qu'on trouvait, d'erreur. Eh bien, non. tout le monde trouvait ça vraiment impressionnant. Alors, ben écoute, je pense que c'est assez significatif. Par contre, faut le dire, Volvo, c'est une personnalité particulière, la façon dont la finition est faite, les détails de finition à l'intérieur. Les gens qui sont des amateurs de Volvo aiment ces affaires-là. Ça plaît pas nécessairement à tout le monde non plus, mais heureux de Ah, voir que puis toi, tu as apprécié. Là. la tenue de route aussi, là, ça je tiens à le dire. Là, je crois que toutes les versions même sont traction intégrale. Mais je tiens à dire que la tenue de route, là, vraiment, t'as l'impression de conduire quelque chose d'ultra stable. Là. C'est ça le principe. C'est justement là que je me demande si on s'axe à ce point-là sur la sécurité. En tout Ouais. cas, Ben, je vais quand même passer à... ben non, en fait, c'est toi qui vas nous parler de sécurité. Hein? oui, Tant qu'à y être. effectivement, tu as bien raison parce qu'au moment où on enregistre, c'est la fin de la semaine de la prévention de la distraction au volant. Bon, je vais faire ma confession tout de suite. Jusqu'à il y a quelques temps, j'ose même pas dire années, j'avais la fâcheuse habitude, comme plein de monde, de regarder mon téléphone très souvent quand j'étais au volant. J'ai un passager et une passagère qui m'ont chicané régulièrement. Passager étant maintenant mon co-animateur de podcast. Et ta mère, mon épouse, qui n'aime pas du tout, surtout quand on est dans une zone comme Montréal, qui vraiment n'hésite pas à me reprendre à chaque fois que je le fais. Alors, j'ai maintenant pris l'habitude de m'assurer que j'étais connecté le plus possible et je peux utiliser les fonctions Bluetooth et les fonctions de message et tout avec le véhicule. Et ça, je le fais et je l'ai appris. Mais il semble que je sois pas le seul, en fait, dans ce monde-là, parce qu'il y a eu un bilan qui a été fait par l'Association des directeurs de police du Québec qui nous dit qu'au Québec, sur le nombre d'accidents, il y en a 10 456, soit 51,6 des accidents qui ont eu des blessures corporelles qui étaient provoquées par la distraction au volant. Dieu, par curiosité, là, si on regarde la vitesse, l'alcool, C'est moins que ça. ben bien sûr, là, par définition, mais Non, mais c'est parce que, non, ce que je dis, c'est que la distraction, c'est un des facteurs, pas nécessairement le seul. Ça peut être la distraction non, et la bien vitesse, par sûr. exemple. Non, non, Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde les autres, c'est quand même fou de penser que ce qu'on considère normalement comme étant les comportements dangereux, justement avec cette vitesse, alcool au volant, ben finalement, c'est pas la cause majoritaire, là. non, c'est fascinant. Et il y a des régions où vraiment, là, c'est plus catastrophique. Montréal, évidemment, 56,1 des accidents sont provoqués par la distraction. L'Outaouais, 54,9. Euh, Lanaudière, 50,9. La Montérégie, 54,8. On est assez élevé. Bonne nouvelle, c'est que dans d'autres régions, on est plus prudent. Bas-Saint-Laurent, 39,7. Et ainsi de suite, là, ça baisse. Il y en a qui 33, mais là, mettons que dans le nord du Québec, le nombre d'accidents avec blessés
est à 23. Fait que Ouais, les statistiques sont un peu moins pertinentes, peut-être. c'est moins pertinent et moins précis. Mais tout ça pour dire qu'on a tendance à penser que la distraction, ce sont essentiellement les téléphones cellulaires. Ce qui n'est pas faux. Euh, c'est encore malheureusement très, très fréquent que l'on voit des gens texter au volant. Ou bon, ça, c'est vrai. On parle de distraction quand on parle téléphonie Bluetooth. J'avoue que ça, moi, j'ai plus de misère parce que c'est quelque chose qui est assez facile à intégrer. Puis, ça, bon, pour moi, ça ne semble pas être un facteur important, mais ça l'est. Ça fait partie de la liste. Mais il y a des éléments. Le deuxième facteur le plus important, et ça, j'avoue que ça m'a surpris, c'est ce qu'on appelle le daydreaming. Quand on rêvasse au volant. Tu sais, tu t'en vas sur une autoroute, là, et tu n'es pas nécessairement concentré. Là, tu pars et tu t'aperçois que tu viens de manquer ta sortie. Ben, dis-toi que si tu as manqué ta sortie, ça se peut que tu aurais manqué peut-être le piéton qui aurait passé devant toi, puis que tu aurais pu l'écraser aussi. Alors, ça, c'est souvent lié à la fatigue au volant, à ce genre d'affaires-là. Donc, évidemment, on dit d'être extrêmement vigilant là-dessus. Manger au volant, bien entendu, fait partie de la distraction. Les animaux, ça, c'en est un aussi. Les enfants derrière, mais là, tu ne peux pas rien faire. Et un élément important, ce sont les écrans multimédia. Parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a, écoute, Cadillac Escalade de 38 pouces d'écran à l'intérieur. La Mercedes AQS a un écran devant toi, deux écrans au centre, un écran devant le passager, puis un affichage tête haute. Fait qu'évidemment, gérer ça, gérer ta liste de lecture Spotify, gérer tes destinations. Donc, on dit cette semaine en particulier, faites attention, soyez prudents, c'est un facteur important d'accident. Utilisez les systèmes, on vous en parle souvent. William, il aime ça, les systèmes d'infodivertissement. On parle souvent de l'intégration Apple CarPlay, Android Auto. Utilisez-le, c'est le meilleur moyen avec les commandes vocales. La plupart des voitures maintenant vous reconnaissent. Vous pouvez simplement leur dire « Hey Mercedes, hey n'importe quoi » et ils vont vous répondre. Utilisez ces commandes-là, c'est encore le meilleur moyen. Et s'il vous plaît, évitez des affaires comme j'ai vu encore récemment. Quelqu'un qui écoutait un film sur son iPad en conduisant, en pleine heure de pointe. Ouf. Les madames qui se maquillent. Je dis, un jour, là, je pense que je vais accoter le bumper de la madame en avant de moi qui se maquille juste pour qu'elle dépasse avec son rouge à lèvres pour lui montrer que... Parce que vraiment, c'est... Écoute, tu peux pas être efficace à regarder dans le miroir, essayer de te mettre du rouge à lèvres en plein milieu de l'heure de pointe à Montréal. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Je vous le répète, 51,6% des accidents avec blessés au Québec sont en tout ou en partie dus à la distraction. Imaginez combien on pourrait en éviter, même si les voitures actuelles sont maintenant dotées de caméras qui vous regardent dans les yeux, qui vous avertissent quand vous ne regardez pas au bon endroit. La semaine dernière, en fait, je conduisais une BMW, puis si j'avais le malheur de tourner la tête trop longtemps, j'avais un petit bip bip qui me disait de regarder devant. Alors, écoutez vos voitures, mais utilisez les systèmes technologiques au maximum pour vous permettre de faciliter, mais surtout, garder les yeux sur la route et l'esprit réveillé. C'est la seule façon d'éviter les accidents. Puis si je peux me permettre une conclusion, c'est ça mon argument spécifiquement contre les écrans comme, et je donne l'exemple probablement le plus frappant parce que je l'ai essayé, mais la Mustang Mach-E où tous les contrôles par rapport à ton siège chauffant, à ta ventilation, à ta radio, à ton volume. Ben non, le volume, c'est le seul que c'est un bouton. Je me trompe, c'est le seul que c'est un bouton dans le centre. Mais pratiquement tout, même par exemple la conduite à une pédale, est cachée en arrière de 3 menus qui sont accessibles pendant la conduite. Là. Donc, il faut pour aller changer la conduite à une pédale, ce qu'on peut faire, là, par exemple sur l'Ionix 6 avec un simple bouton sur le volant, il faut passer à travers 2 menus, aller sélectionner son profil. C'est clair que ça peut pas être bon. Là. C'est clair que ça peut pas être bon pour la distraction. Tesla est pareil, Mercedes, on en a parlé. De plus en plus, on s'en va vers ça. BMW aussi a un système très complexe. Alors, écoutez, il y a des moyens. Les commandes vocales, c'est encore le meilleur système. Si vous devez vous en servir, utilisez la commande vocale. Vous allez voir, c'est facile, on s'y habitue facilement. Et c'est plus comme avant. Avant, tu avais l'impression de devoir leur parler en espagnol pour qu'ils te comprennent. Là. Mais là, maintenant, ils ont vraiment des bonnes interfaces. C'est plus facile et ils comprennent quand on parle français, même avec l'accent québécois, mon cher.
Ce qui est quand même bien. Bon, là, on va passer aux vraies actualités, là, pas que ce soit pas important, disons, la distraction au volant, mais quand même, j'avoue que là, il y a 2 modèles qui ont été dévoilés en Corée par Kia, qui, j'admets, me titillent légèrement. On parle de l'EV3 et l'EV4. Bien sûr, hein, j'aime les voitures électriques, on se les cachera pas, puis de toute façon, pas mal tout ce que les manufacturiers nous montrent ces temps-ci, ça se résume à soit électrifié, soit carrément électrique. Et là, le V3 et le V4, je sais pas toi, mais je trouve qu'ils ont pris des risques plutôt intéressants dans le design. Hein? Tu me diras, ah, t'aimes l'Ioniq 5, là, donc c'est clair que t'allais aimer les véhicules hein, qui sont angulaires, mais je trouve que c'est intéressant parce que le V3, qui est un genre de VUS sous-compact, si on veut, il est très carré. Il ressemble plus là, à justement le V9 qu'on va avoir là, nous-mêmes ici. C'est très carré, c'est très cubique même, je dirais. Là. Et après ça, quand on regarde le V4, qui est plus... je sais pas si on pourrait vraiment qualifier ça de berline, de multisegment, je sais pas exactement. Le V4, c'est supposé être la nouvelle génération de berline, effectivement. Là. Ça a l'air d'un petit multisegment un peu aussi, là. C'est comme... Ouais, mais... c'est pas tout à fait... Ben, de toute façon, c'est quoi vraiment la ligne entre un multisegment... on rappelle aussi que c'est des prototypes qui ont été dévoilés, là. Hein? Oui, bien sûr, Ça c'est peut des changer, là. concepts. Mais sincèrement, on voit que c'est des prototypes, entre autres avec les jantes là, que je trouve vraiment intéressantes. J'adore ça avec les formes géométriques. C'est clair que ça, ce sera jamais sur le modèle de production là. Mais je trouve quand même qu'on n'a pas un aspect si futuriste. Quand on compare à l'autre concept que je vais te parler dans 2 minutes là, que Subaru nous a montré, je trouve qu'on est quand même dans quelque chose que je verrais sur la route. Là. Justement, d'après moi, le V3, un VUS sous-compact, ça sonne comme le genre d'affaires qu'on va donner sur le marché nord-américain, là, soyons honnêtes. Après ça, le V4, berline, tout ça, on verra. Mais le V3, moi, c'est quelque chose que je m'attendrais à voir là, dans les prochaines années. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement que si le V3 est cubique, le V4 est comme triangulaire, pyramidal, je sais pas trop comment le dire, mais on le voit même dans le choix de design des jantes. Les jantes de l'EV3 sont des carrés, des rectangles, et du côté de l'EV4, c'est un triangle. Et je trouve que c'est vraiment intéressant juste ce concept-là. Là. Mais aussi les angles qu'ils ont mis en arrière, le look plus aérodynamique, aussi tout ce qu'on a dit à propos des matériaux renouvelables, là, parce que je pense qu'ils ont mis des hippies en charge de leur département des matériaux. Coton 100% recyclé, console en mycélium, hein, donc c'est de la racine de champignons, des sièges en chanvre, non c'est la console en chanvre plutôt, les sièges c'est ça sont en coton, donc c'est du chanvre, ils ont vraiment mis l'accent sur rendre leur véhicule électrique bien sûr, hein, donc déjà à connotation verte, encore plus écolo. Donc écoute, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un écran de fumée qu'on essaie de nous vendre les autos plus écologiques? Je ne sais pas, hein? Je suis cynique comme d'habitude, mais j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir qu'on essayait au moins de changer ses pratiques à ce niveau-là. Encore faudrait-il qu'on le voit sur le modèle de production. Faudrait essayer d'avoir en entrevue le designer de ces voitures-là, qui est un Montréalais, Karim Habib. Oui, mais tu le mentionnes à chaque fois qu'on parle et moi, ce gars-là, il m'a impressionné parce qu'il a fait des designs. Avant, il était chez BMW. On lui doit certains des designs les plus audacieux. Et là, il arrive chez Kia et il arrive avec des modèles comme ça. Tu parles du EV3, EV4. On avait présenté il y a quelques semaines le EV5, qui est un peu plus gros, mais qui est encore calqué sur le EV9. C'est l'espèce de grand frère du EV3, si tu veux. Et lui, ben, on est presque confirmé qu'il va arriver au Canada avec des formes de cette nature-là aussi. Donc, honnêtement, je serais curieux de savoir quelle est sa perception réelle du design des voitures électriques parce que, en même temps, tu le dis, c'est des boîtes carrées. Et normalement, les voitures électriques, on essaie qu'elles soient le plus aérodynamiques possible pour limiter la friction. Fait que je trouve ça assez particulier, voire presque contradictoire avec la mission. Alors, je serais curieux de savoir ce qu'il y a à dire là-dessus. Effectivement, c'est vrai, mais quand on regarde quand même le véhicule, on voit qu'il y a des trucs pour augmenter l'aérodynamisme avec les prises d'air, avec les formes qui sont carrées, mais les coins sont pas carrés, donc les coins sont bien arrondis quand même là, comparativement à ben c'est sûr que si on regarde un Soul ou une Nissan Cube là, tu sais ça c'est vraiment fait pour avoir des angles droits, mais on est quand même dans quelque chose d'un peu plus arrondi.
Parlant d'arrondi, je pense que on va parler d'un autre concept. En fait, on l'a même pas encore vu, là, ça. Mais je t'en parle parce que, attends, une nouvelle voiture électrique, sportive et, le plus étonnant, Subaru. Oh! Écoute, je vais être franc, je vais attendre qu'elle arrive avant de Écoute, ça s'appelle le concept Sport Mobility, OK? Puis on l'a même pas encore vu pour de vrai parce que ça va être présenté très bientôt, là, si je me souviens bien, dans les au prochains Salon de jours. Tokyo, ouais, dans les prochains jours au moment de l'enregistrement. Donc probablement que le prochain épisode, ça va être déjà dévoilé. Pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est une silhouette. Puis une silhouette que je sais pas trop si j'aime, en fait. On l'a comparé beaucoup avec un modèle des années 90, la SVX, Oui. entre autres à cause du devant, là, qui a des phares très très minces, une ligne en avant qui ressemble, je dois l'admettre, là, quand même pas mal aux phares des années 90. Puis la raison pour laquelle on dit que c'est sûrement une électrique, c'est à cause du logo de l'écusson en avant, là, qui est éclairé. Donc, dans le fond, la photo, si vous ne l'avez pas vue, c'est la silhouette éclairée de derrière avec simplement l'écusson et les phares en avant qui sont allumés. Et ce que ça nous dit, c'est que ça va être un véhicule fait pour la performance. Là. Juste à Ouais. le regarder, les courbes, on est dans quelque chose qui va probablement être coupé. Et je trouve ça plutôt étonnant quand on voit justement que le seul modèle qu'on pourrait vraiment appeler de performance, ça, la BRZ STI, a été coupé et remplacé par une version qui est pas plus puissante et qui conserve certains des aspects, là, la version Tu parles, TR tu qui a parles aussi... de la WRX WRX, STI. oui, 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 désolé, Parce désolé, que oui, oui, oui. parce qu'il Bien, il y a la BRZ et oui, je me probablement suis que le mélangé. concept électrifié dont tu parles va remplacer cette BRZ-là. Mon erreur, oui, je voulais dire la WRX STI qui a été remplacée par la WRX TR, C'est absolument. Quand on est trois lettres, là, j'admets que ma culture des modèles parfois peut être un peu défaillante. Mais tout ça pour dire, oui, le modèle, là, la WRX, qui était vraiment le modèle, on va se le dire, là, qui avait un peu plus de oomph, si on veut, là, ouais. chez Subaru, on a enlevé sa version de performance. Donc, est-ce que c'est là qu'on s'en va côté performance? C'est quand la dernière fois qu'on nous a sorti quelque chose qui n'était pas une version wilderness d'un modèle déjà établi ou quelque chose qui est supposé aller faire du off-road? On le sait pas. Puis d'ailleurs, même dans le communiqué, ils disent qu'on peut se préparer à toutes les aventures. Puis ça, quand Subaru dit ça, habituellement, ça veut dire que tu peux aller faire du off-road. Donc, je suis bien curieux là, de voir ce qu'on va nous sortir pour de vrai au salon de Tokyo dans les Et prochains jours. moi, je vais être très, très cynique, là, mais si tu regardes dans l'histoire comment Subaru nous a sorti des concepts absolument fabuleux. L'ancien concept de la WRX, il était beau, il était magnifique. Quand on regarde la version originale, on a oublié une étape, je pense. Donc, on a tendance à avoir des concepts incroyables du côté de Subaru, mais leur interprétation dans les versions de production, ça devient un peu plus aléatoire. Donc, il va falloir attendre de voir vraiment ce qu'ils nous proposent. Mais tu parles du Salon de Tokyo. Salon de Tokyo qui va avoir lieu d'ailleurs là, fin octobre, là, genre 25, 26, 27, auquel on a... D'ailleurs, le salon de la mobilité de Tokyo, hein, doit-on Oui, l'appeler maintenant? parce que le Salon de l'Auto de Tokyo est en janvier maintenant. C'est un autre salon qui n'a rien à voir. Celui-là, c'est le salon de la mobilité. Donc, oui, bien sûr, plein de voitures électriques, mais aussi des pièces, toutes sortes d'éléments de cette nature-là. Mais il y a beaucoup de manufacturiers qui vont y présenter des concepts. Nissan a déjà annoncé le Hyper Urban et le Hyper Adventure, qui sont deux véhicules au design presque trop, là. Tu sais, quand on exagère les lignes, c'est vraiment très compliqué comme design. C'est vraiment torturé, littéralement, là. Un qui est fait pour, tu l'as dit, pour les aventures dans la ville. L'autre qui est fait avec un siège arrière qui pivote à 180 degrés. Fait que tu peux ouvrir ta valise, tu tournes ton siège, il fait face à l'arrière. Tu peux t'asseoir dessus pour mettre tes bottes de ski ou tes bottes de randonnée parce que c'est l'objectif. Bref, on est là-dedans, mais il n'y a aucune connotation technique. On va aussi montrer l'Infiniti QE, donc une version électrique d'une Infiniti, d'un VUS Infiniti. Tu as parlé de Subaru. Il y a Mazda qui pourrait peut-être nous présenter la nouvelle MX-5 Miata. Ça pourrait être une excellente nouvelle et surtout un grand coup pour Mazda. Donc, il y aura plein de développements de cette nature-là au cours des prochains jours quand il va se tenir le Salon de la mobilité de Tokyo. Mais nous, on n'y sera pas.
parce qu'on est un peu occupé cette semaine-là. Un jour, on ira. Un Oui, jour, on ira. Et mais je te traduirai. même si on avait été invité, on ne serait pas allé parce que, bon, on a un petit événement à célébrer dans la semaine du 26, 27, 28 octobre. Mon mariage, oui, en effet. Sur une note moins personnelle maintenant, en rafale, les quelques petites actualités niaiseuses là, que je voulais te parler. Donc, au Royaume-Uni, il y a un programme là qui est d'ici 2030, ce programme du Office of Zero Emission Vehicles. Donc, c'est un plan du gouvernement pour installer 300 000 points de recharge d'ici 2030 à travers le Royaume-Uni. Mais c'est pas de ça que je viens de parler. En fait, moi, je viens de parler de à quel point on allait désigner ça pour la postérité. Hein? On s'inspire entre autres des fameuses boîtes de poste du Royaume-Uni qui sont devenues une icône là dans les 2 derniers siècles. Et on veut quelque chose qui va justement devenir aussi symbolique et qui donc doit durer à travers le temps. Et durer à travers le temps, s'intégrer dans le quotidien des gens, ça veut aussi dire être à la merci du comportement des gens et de leurs animaux. Alors, ce qu'on nous explique, c'est qu'il faut faire bien attention lorsqu'on design des bornes de recharge pour utiliser des matériaux qui sont résistants à la corrosion amenée par le pipi de chien. Donc, voilà, maintenant vous le savez. J'ai un peu de difficulté à voir comment c'est vraiment un problème, le pipi de chien sur les bornes de recharge. Eh bien, tu serais vraiment surpris de savoir qu'entre autres, à Séville, en Espagne, hein, on peut avoir jusqu'à 75 € d'amende si on laisse son animal pisser n'importe où. Il y a eu des problèmes au Royaume-Uni, d'ailleurs, de corrosion là, sur certains poteaux. Donc, même ici au Québec, hein, j'imagine que le message s'applique. Laissez pas vos animaux faire n'importe quoi. On ne sait pas s'ils y ont pensé quand ils l'ont désigné. Je sais pas, mais un chien qui fait pipi sur une borne de 400 kW, d'après moi, ça se peut qu'il se mette à friser d'un coup sec. On Mais bon. espère qu'il n'y a pas de fil, effectivement, exposé. Maintenant, pourquoi je joue pas au football et pourquoi je fais pas ça à l'université de l'Utah? Hein? On pourrait se poser la question quand on voit qu'il y a une compagnie qui a passé pour 5 millions de dollars de RAM 1500 pour passer aux étudiants qui ont un scholarship de football parce qu'ils n'ont pas le droit d'être payés. Alors, à la place d'être payés, on leur passe un Ram 1500 pour la durée de leur université, ce qui est bien sûr la voiture la plus utile pour un étudiant à l'université. Ouais, mais t'es au Utah. Attention, t'es au Utah quand même. Là. Ouais, tu penses que c'est où l'université au Utah? C'est en plein milieu de la ville. En tout cas, finalement, ma dernière un peu insolite, avant de passer à une dernière que je trouve quand même pertinente pour vrai. Maybach, hein, la compagnie de Mercedes, là, c'est la division de luxe de Mercedes, en gros. Fait que c'est comme encore plus luxe que luxe, si on veut. Et là, ils se lancent vers la conquête de l'espace, hein, en collaboration avec une compagnie qui s'appelle Space Perspective, qui est un genre de tourisme spatial. Là, bon, ça dépend de ce qu'on considère l'espace. Là, c'est 30 km au-dessus de la Terre, donc c'est comme on sort un peu de l'atmosphère, peu importe. Pour le moment, on nous dit que ça va simplement être le transport jusqu'à la cabine, mais éventuellement, ça se pourrait que ce soit la cabine en elle-même qui soit désignée par les gens chez Maybach. Donc, pour la coquette somme de 125 000 US, ce qui doit pas être grand-chose pour les clients de Maybach, on pourrait potentiellement aller dans l'espace dans une petite capsule sponsorisée par Mercedes. Écoute que j'aurais de la misère avec ça. En tout cas, oui. Ça me fait légèrement penser à une expédition à 150 000 $ au fond de l'océan qu'on a entendu parler dans les nouvelles il y a quelques mois. Mais Exactement. bon, tant qu'à dépenser 150 000 $ US, hein, peut-être pas le faire à Singapour. Je vais t'expliquer. Une Toyota Camry hybride en dollars US, si tu veux t'acheter ça maintenant à Singapour, c'est 183 000 $. Attends, 183 000 US pour une Toyota Camry. Ça veut dire 250 000. Oui, à peu près. Et c'est d'ailleurs à peu près le prix en dollars singapouriens aussi, là. Donc, 251 000 dollars singapouriens pour quelque chose comme 30 000, on va se le dire, là, ici, pour une Camry, peut-être un peu plus. Là. Mettons 40 000 si on veut être généreux. Mettons 40 000. Mais qu'est-ce qui explique cette différence de prix-là? Ben, premièrement, il faut dire que la médiane en termes de salaire annuel, là, c'est 121 000 $ à Singapour.
Hein, donc, Bon, déjà, c'est ça. sûr que la personne moyenne n'est peut-être pas nécessairement dans une situation financière où 250 000 singapouriens, c'est en dollars singapouriens, là, est à ce point fou. Cependant, ça reste quand même extrêmement cher pour les gens là-bas pour une simple et bonne raison, c'est que on peut pas juste s'acheter une voiture. Quand on s'achète une voiture, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Singapour, c'est une cité-État. Là. Donc, c'est tout petit, c'est une seule ville, très densément peuplée, et on peut pas se permettre que tout le monde sur cette île-là, là, de plusieurs millions de personnes, ait une voiture personnelle. Donc, le gouvernement donne des permis qui permettent de s'acheter une voiture. Mais au lieu de faire ça par un système qui me semblerait équitable, comme, je sais pas, par loterie ou par liste d'attente, on préfère faire ça par encan. Un encan. Donc, Un on encan. vend à l'encan les permis d'achat de véhicules. Exact. Et donc, en ce moment, là, le prix, ça a été un prix record mercredi, la semaine dernière, je crois, ou mercredi, la semaine d'avant, à 146 000 singapouriens, simplement pour le permis d'achat de voiture. Ça commence à être une dépense de luxe avoir une voiture. J'espère que le transport en commun est efficace à Singapour. Ben, c'est là que je m'en allais. La seule raison pour laquelle on peut faire ça, c'est que le transport à Singapour est extrêmement efficace. On parle d'à peu près 10% des gens qui possèdent une voiture à Singapour. Puis, ben, écoute, là, ce 10%-là, d'après moi, on va se le dire, ça doit pas être justement des Toyota Camry qui s'achètent si il faut payer plus que le prix de sa Camry simplement pour avoir le droit d'avoir une voiture. Donc, il y a comme deux aspects, moi, là-dedans, là, que j'en tire. C'est pour ça que je trouve ça si intéressant. D'un côté, ce serait si bien d'avoir ça dans une certaine façon au Québec où on se dit il va falloir qu'on limite le nombre de véhicules sur nos routes. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient 3, 4 véhicules personnels. Mais de l'autre côté, on se dit est-ce qu'on veut vraiment que ce droit-là soit uniquement réservé aux personnes les plus riches, les plus nantis, capables de se payer 100 quelques mille dollars là, pour un permis de s'acheter une voiture? Là, c'est la partie que je suis pas d'accord. Mais bon. J'en viens pas. Je trouve ça assez effrayant, mais bon. En même temps, comme tu dis, c'est une façon de limiter le nombre de véhicules utilisés dans un territoire donné, mais bon, peut-être qu'on pourrait gérer ça autrement. T'as bien. En tout cas. Alors, c'est ça qui met fin à notre émission pour cette semaine. On vous avait promis une surprise. La surprise est retardée. Ça va prendre encore peut-être 1 ou 2 épisodes avant que vous ne l'ayez. Pas notre faute. Non, On pas vous de le notre promet. faute. C'est vraiment des conflits d'horaires, mais on vous en reparle. En attendant, nous, au cours des prochains jours, William et moi, on se rend en Ontario pour aller participer au Festival des essais, c'est-à-dire à la sélection annuelle de la voiture annuelle, la meilleure voiture du Canada, de l'Association des journalistes automobiles du Canada. Donc, on sera là pour quelques jours. On aura l'occasion de vous en parler, bien entendu. Et on vous invite, bien entendu, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Gotcha Podcast sur Facebook. Gotcha Podcast sur TikTok maintenant, même si on n'a pas vraiment mis grand-chose. Bien sûr, nos pages Facebook personnelles, Marc Bouchard, William Bouchard. Et on vous invite à vous abonner à cette balado sur toutes les plateformes et à nous envoyer des messages si vous voulez mettre des notes, mettre des commentaires, nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. On est très ouverts. Alors sur ça, mon cher William, je te souhaite une bonne fin de journée parce qu'on va passer les 3 ou 4 prochains jours ensemble. Alors aujourd'hui, je te donne une pause. Bonne fin de journée. À la prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.